ayant eu comme directeur de thèse Jean-Louis Verdier. Donc il y a deux manuscrits de Grothendieck sur la théorie de l'homotopie pour swing stacks et les dérivateurs. Le premier, c'est un manuscrit de 600 pages qui est tapé sur sa fameuse machine à écrire. Et le deuxième, c'est un texte manuscrit de son écriture difficilement lisible qui a été déchiffré et étayé par Matthias Kunzer. Depuis quelques années, je suis en train d'éditer ces deux textes. Et en fait, même mon travail personnel est centré, ma recherche est centrée autour des thèmes qui sont développés dans ces textes par Grothendieck. La poursuite des champs va être publiée donc par la SMF dans la collection Documents mathématiques, avec bien entendu les lettres à Brine qui font partie intégrante de la poursuite des champs, plus la correspondance que Grothendieck a échangée à l'époque en question avec un certain nombre d'auteurs, comme avec Ronnie Brown, Tim Porter, Hans Joachim Bauwes, et puis il y aura aussi deux lettres, une lettre à Illusi et une lettre à Laudet, ainsi que la lettre de Joyal Grothendieck sur les faisceaux simpliciaux qui est toujours restée inédite et citée un peu partout. Je voudrais donc remercier tous ces auteurs qui ont accepté la publication de ces lettres, et aussi remercier Bertrand Toel qui a accepté d'éditer un des chapitres de la poursuite, et Matthias Kunzer qui édite avec moi la correspondance. Bien, donc je vais commencer à donner un peu la liste des principaux thèmes qui ont intéressé Grothendieck en théorie de l'homotopie. Donc, on peut dire que c'est les infinis champs, les catégories modélisant les types d'homotopie d'espace topologique, la bélianisation et schématisation des types d'homotopie, et puis ensuite effectuer les constructions standards de la théorie de l'homotopie dans la catégorie des petites catégories, les dérivateurs, et puis ensuite introduire certains types de catégories de modèles différentes de celles du Euler. Donc je vais dire quelques mots sur certains de ces sujets en fonction de mon temps, et en insistant plus particulièrement sur les modélisateurs, donc les modèles de type d'homotopie, et en particulier sur des catégories tests, donc c'est des modèles en termes de catégories de préfaisceaux. Je vais quand même commencer concernant le premier sujet, et donc d'abord il faut dire que contrairement au titre de la poursuite des champs, il n'y a que les 25 premières pages qui concernent les infinis champs, et en fait il s'agit simplement des infinis groupoïdes non stricts. C'est sur le point essentiellement. Et donc ce que Grothendieck poursuit, c'est de trouver une espèce de structure algébrique de n groupoïdes modélisant les types d'homotopie via un couple de foncteurs adjoints, réalisation topologique et infini ou n groupoïdes fondamentales. Donc, un des points que je voudrais insister, c'est que on a très longtemps pensé que Grothendieck n'avait pas dégagé une définition d'infini groupoïde non strict. En fait, j'ai réalisé il y a 2 ans que dans ces 25 premières pages, il y a une définition très simple, parfaitement maniable et très claire en fait, d'une définition d'infini groupoïde non strict, et avec la particularité que cette notion n'est pas un cas particulier d'une notion d'infinie catégorie non stricte. Néanmoins, une très légère modification de la notion de Grothendieck peut conduire aussi à introduire une notion d'infinie catégorie non stricte. Et mon étudiant en thèse Dimitri Ara a démontré qu'on peut trouver comme ça en cas particulier les notions introduites par Batanine et la variante de Leinster. Donc on peut dire que si on avait pris à l'époque plus au sérieux ce texte de Grothendieck, on aurait économisé une 20aine d'années sur ces questions. Donc une fois que Grothendieck a introduit sa définition, je ne vais pas la donner ici parce que je vais centrer plutôt sur le thème 2, mais donc une fois qu'il a introduit cette définition,
il a défini donc une notion de fini groupoïde fondamentale associée à un espace topologique, et plus précisément donc un couple de foncteurs adjoints entre les infinis groupoïdes dans son sens et les espaces topologiques, réalisation topologique et infini groupoïde fondamental. Et si on note W top, les équivalences faibles dans les espaces topologiques, application continue induisant une bijection sur les phi 0 et des isomorphismes des groupes d'homotopie de tout ordre en tout point de l'espace source. Et si on note infini équivalence, l'image inverse des équivalences faibles d'Antoc par le foncteur et les sons topologiques, il conjecture qu'en localisant, on a une équivalence homotopie. Le deuxième membre étant la catégorie homotopique de l'espace topologique équivalente à celle des CW complexes modulo homotopie. Donc cette conjecture n'est pas démontrée, du moins pour ces définitions des infinis groupoïdes en termes d'espèces de structure algébrique. Et néanmoins, donc juste après ces 25 pages, dans une démarche très grothendiekienne, Grothendieck s'est dit, puisque je dois démontrer qu'en localisant une certaine catégorie, je trouve la catégorie homotopique de l'espace topologique, eh bien cherchons tous les couples formés d'une catégorie et d'une classe de flèches, telle que si on localise, on obtient la catégorie haute, catégorie homotopique des espaces topologiques. Donc il introduit la définition d'un modélisateur, donc étant simplement un couple donc formé d'une catégorie M et d'une classe W de flèches, telle que localisée soit équivalent à haute. Il s'intéresse plus particulièrement néanmoins au cas où M est définie, la catégorie M est définie par une espèce de structure algébrique. Alors qu'est-ce qu'il entend, l'espèce de structure algébrique? C'est un sens assez général. C'est toute structure qui est définie en termes de limites projectives finies. Donc, en termes, les catégoriciens disent maintenant, enfin depuis assez longtemps d'ailleurs, que M est finiment localement présentable. Depuis Gabriel Ulmer, en fait. Et dans la terminologie d'Erasman, ce serait M, catégorie finiment, projectivement esquissable. Enfin bref, c'est toutes les catégories des structures habituelles ont cette propriété. Et donc, les exemples des modélisateurs classiques, c'est les espaces topologiques avec les équivalences faibles topologiques, ou des ensembles simpliciaux avec les équivalences faibles simpliciales, où donc les équivalences faibles simpliciales sont les flèches, les morphismes d'ensembles simpliciaux, dont la réaction topologique, c'est l'équivalence faible topologique. Et aussi, c'est déjà dans la thèse d'Illusi, que la catégorie des petites catégories avec les équivalences faibles catégoriques, autrement dit les morphismes, les foncteurs dont le nerf est une équivalence simpliciale. Ces trois exemples sont des exemples des modélisateurs, les modélisateurs classiques. Et il y a les deux derniers qui sont, dans ce sens général, définis par des espèces de structures algébriques. Les espaces topologiques ne sont pas une catégorie localement présentable. Donc maintenant, Grothendieck n'étire pas son intuition des espaces topologiques et n'est pas versé dans les ensembles simpliciaux. Il n'aime pas les ensembles simpliciaux, on peut dire. Il ne comprend pas qu'est-ce que ça a de particulier des ensembles simpliciaux. Donc, dans son texte, il prend comme définition, bien qu'il aurait pu prendre n'importe quel de ces trois, il choisit de définir haute en termes de petites catégories. Donc il définit haute comme étant le localisé de 4 par les équivalences faibles catégoriques. Et comme il veut que sa définition soit en fait entièrement indépendante de toute mention topologique au sens des espaces topologiques ou simpliciales, il préfère définir les équivalences faibles catégoriques comme étant les foncteurs
tel que si on prend le morphème de topos correspondant sur les préfaisceaux, ça soit une équivalence d'artine masure. Et je vous rappelle qu'un morphème de topos est une équivalence d'artine masure si pour tout faisceau localement constant sur le espace, sur le topos but, ça induit un isomorphisme des cohomologies. Donc pour i égale 0 pour les faisceaux d'ensemble, pour i égale 1, donc pour les groupes non nécessairement commutatifs, et pour i supérieur à 2, pour les faisceaux de groupe abéliens. Et il signale, bien entendu, que les équivalences faibles d'artine masure permettent de définir, dans un topos arbitraire, une notion d'équivalence faible. But see, if it is not pointed, then it doesn't imply isomorphism on phi 1 if you just take this definition. Yes, it implies. You take also the non-commutative cohomology in degree 1. Okay, but this is maps after conjugation. So you would. Yes, but it's the homotopy category is a non-pointed one. He is interested in the non-pointed homotopy category. Therefore, you take for every base point, it must induce an isomorphism of homotopy groups. Ok, donc ça lui permet d'introduire une notion dans un topos quelconque, une notion d'équivalence faible, qui est simplement que si qu'un morphisme de faisceau est une équivalence faible, si ça induit, au niveau du topos induit, une équivalence d'artine masure. Alors, dans le cas particulier où il s'agit d'un topos de préfaisceau, cette définition se simplifie. Donc, si j'ai un morphème de préfaisceau, f dans G sera une équivalence faible par définition ci-dessus, si ce morphisme induit de topos est une équivalence d'artine masure, mais par les isomorphismes canoniques des préfaisceaux au-dessus de f avec des préfaisceaux sur A au-dessus de f, cela revient à dire que ce morphisme-là, ce foncteur-là, est une équivalence d'artine masure. Et avec la définition qu'il a donnée des équivalences faibles dans 4, ça signifie simplement que si on définit le foncteur d'une catégorie de préfaisceaux dans 4 par f donne A sur f, c'est-à-dire associant à un préfaisceau f la catégorie de ces éléments, alors les équivalences faibles dans la catégorie des préfaisceaux, c'est simplement l'image inverse des équivalences faibles catégoriques par ce foncteur. Donc du coup, si on préfère la définition habituelle des équivalences faibles dans 4 en termes dunaires, on peut oublier tout ce que j'ai dit sur les topos et prendre comme définition des équivalences faibles dans les préfaisceaux simplement l'image inverse des équivalences faibles catégoriques par le foncteur catégorie des éléments. Et il est standard aussi depuis la thèse d'Illusi que dans le cas particulier où on prend pour la petite catégorie A la catégorie des simplex, alors les équivalences faibles définies, comme je viens de le dire, coïncident avec les équivalences faibles habituelles des enfants de simplification. Donc, Groth indique évidemment la question qu'il s'est posée au départ, trouver tous les couples d'une catégorie et d'une classe d'équivalence faible qui modélisaient une homotopie, il était trop général. Donc il va s'intéresser plus particulièrement au cas des catégories des préfaisceaux. Donc il se pose la question, quelles hypothèses sur le couple d'une petite catégorie A et des préfaisceaux sur A avec la classe d'équivalence faible qu'il a définie, sous quelles hypothèses on a une équivalence faible et une équivalence de catégorie avec la catégorie homotopique de l'espace topologique.
Et donc plus précisément, puisqu'on dispose du foncteur IA allant de A chapeau vers 4, donc sous quelles hypothèses, de façon plus précise, le foncteur induit par IA soit une équivalence de catégorie. Donc pour cette question, il va à peu près donner une réponse complète, modulo en renforçant un peu encore ces conditions. Donc comment il renforce ces conditions? Il remarque d'abord une chose assez facile, c'est que le de A au-dessus de petit a vers C. Et il pose comme définition qu'une petite catégorie A est une catégorie test faible si, d'une part, ce foncteur JA est compatible avec les équivalences faibles, l'autre, le foncteur IA, l'adjoint à gauche, il est compatible par définition, et si ces deux foncteurs induisent une équivalence de catégories, des catégories localisées. Donc, dans ce cas-là, évidemment, donc ce localisé est équivalent à la catégorie haute, et donc en particulier le couple formé de A chapeau et des équivalences faibles AA est un modélisateur, modélise des types d'homotopie. Donc dans la définition, donc, on demande que ces foncteurs induits donc, soient l'équivalence des catégories quasi-inverses l'une de l'autre. Cet aspect quasi-inverse étant automatique, en fait. Donc l'un des premiers résultats qu'il obtient, c'est qu'en fait, cette définition est très fortement redondante et une toute petite partie de cela suffit pour assurer ces conditions. Alors pour cela, j'ai besoin d'introduire un peu de terminologie. Alors je vais garder la terminologie de Grothendieck, que d'ailleurs personnellement j'aime bien, bon les topologues contestent un peu. Donc il dit qu'une petite catégorie C est asphérique, simplement si c'est vers la catégorie ponctuelle qu'il dénote toujours par petit e, est une équivalence faible catégorie. Donc les topologues diraient plutôt faiblement contractile. Mais cette terminologie d'asphéricité est tout à fait compatible avec la terminologie d'un SGA4. Et donc ça c'est la notion de catégorie asphérique, et un foncteur entre petites catégories de A vers B est un foncteur asphérique si pour tout petit b objet de la catégorie but, la catégorie de A au-dessus de petit b est une catégorie asphérique. C'est exactement les hypothèses du théorème de Quillen. Donc cela signifie que si un foncteur est asphérique, alors c'est une équivalence faible. C'est ça qu'affirme le théorème de Quillen. Donc c'est ça qu'affirme le théorème A de Quillen si on a pris la définition simpliciale des équivalences faibles catégoriques. Sinon, si on a pris la définition de Grothendieck qui est équivalente, avec la définition de Grothendieck, cette affirmation qu'un foncteur asphérique est une équivalence faible, c'est simplement un petit calcul à la Tchetch pour la cohomologie des topos. Alors je continue avec la terminologie. Donc, comme on dispose pour une petite catégorie A du foncteur IA qui va des préfaisceaux sur A dans la catégorie des petites catégories, on peut transporter les notions dans les catégories des préfaisceaux. Et donc on dira que F, un préfaisceau sur A est asphérique si son image par le foncteur IA est une catégorie asphérique. Et de même qu'un morphisme de préfaisceau est asphérique si son image par le foncteur IA est un foncteur asphérique. Donc maintenant, on peut, avec ces terminologies, on peut énoncer le premier résultat
caractérisant les catégories de test faibles de Grothendieck, qui est le suivant. Donc, on se donne une petite catégorie A, et on a les conditions suivantes qui sont équivalentes. Donc, A est une catégorie test faible. 2, elle est asphérique, et juste le compteur JA respecte les équivalences faibles. Donc, je vous rappelle que la définition de catégorie test faible voulait dire que, d'une part, cette condition-là, que JA respectait les équivalences faibles, mais aussi que le couple chacun de deux foncteurs IA et JA induisait une équivalence de catégorie après localisation. Ici, cette affirmation montre qu'il suffit juste de la compatibilité de JA, juste l'existence de foncteurs JA bar au niveau des catégories localisées, plus cette condition qui est très faible et qui signifie simplement que le foncteur localisé de IA bar respecte l'objet final. Avec ces deux hypothèses très faibles, on obtient que le couple de foncteurs définit des équivalences de catégories. Ensuite, il y a d'autres conditions équivalentes concernant les morphismes d'adjonction. Donc, je vous rappelle, IA est l'adjoint à gauche de JA. Donc, on a des morphismes d'adjonction. Et le fait que A soit une catégorie test faible équivaut à demander que ce morphisme d'adjonction soit asphérique, ou plus simplement qu'il soit une équivalence faible, qu'il appartient aux équivalences faibles. Et encore, il suffit de demander, enfin c'est équivalent, que pour toute petite catégorie C ayant un objet final, le préfaisceau image par le foncteur JA est un préfaisceau asphérique. Donc en fait, c'est cette condition-là qui est la condition qu'on peut vérifier en pratique. Si vous voulez, il y a un autre slogan, il y a un slogan qui est constamment exploité par Grothendieck, c'est que en fait, il est difficile de tester si un foncteur est une équivalence faible, mais il est facile, entre guillemets, de tester si une catégorie est asphérique. Donc en fait, cette condition 5 donne des moyens pour montrer qu'une petite catégorie est une catégorie test faible. Donc maintenant, il y a une autre constante grothendickienne, c'est qu'une fois qu'on a introduit une notion, il faut systématiquement introduire aussi son analogue local. Donc, ils définissent ce que c'est qu'une catégorie test locale. C'est simplement, on dira qu'une petite catégorie A est une catégorie test locale si pour tout objet petit a de grand A, la catégorie grand A au-dessus de petit a est une catégorie test faible. Et maintenant, on dira que A est une catégorie test si elle est à la fois test local et test faible. Et il est facile de vérifier qu'une petite catégorie A est une catégorie test si et seulement si elle est une catégorie test locale et si elle est asphérique. Ce qui implique en particulier que si A est une catégorie test locale, alors pour tout petit a, ces catégories-là sont en fait non seulement des catégories test faibles, mais des catégories test. Donc la catégorie test, c'est ce qui a ça commence à avoir des propriétés de stabilité plus fortes que les catégories test faibles. Alors je donne tout de suite des exemples des catégories test. Évidemment, le premier test que Grothendieck fait, c'est la catégorie des simplexes, parce que sinon, ce ne sera pas une généralisation de la théorie simpliciale. Donc, le premier exemple, c'est que la catégorie des simplexes, c'est une catégorie test. Là, il y a une démonstration complète dans Pushing Stacks. Le deuxième exemple, c'est l'analogue cubique. La catégorie des cubes est aussi une catégorie test. Et le troisième exemple, qui est beaucoup plus récent, c'est que la catégorie θ de joyal
est aussi une catégorie test. Donc, l'exemple 2 indique que les ensembles cubiques modélisent des types d'homotopie, et l'exemple 3 que les ensembles cellulaires de joyal modélisent des types d'homotopie. Donc, dans cette terminologie, en fait, c'est Denis Chalczynski qui a démontré que ces deux exemples de catégorie test, et le fait que les ensembles cubiques modélisés d'homotopie, évidemment, étaient déjà connus, et le fait que les préfactions sur θ modélisent les types d'homotopie, c'était un résultat de Berger déjà, mais en d'autres démonstrations et autres façons de voir les choses. Et les multisimplexes. Et donc, les multisimplexes, ça marche. Je vais donner un théorème général qui donne beaucoup mieux. Et les catégories test abondent de façon absolument incroyable. C'est ça qui va donner maintenant les caractérisations suivantes. Mais pour l'instant, un exemple négatif. Une catégorie qui est test faible pour montrer que les deux notions ne coïncident pas, qui est test faible mais pas test. C'est si je prends la sous-catégorie de simplex qui est engendrée par les faces. Donc je prends uniquement les morphismes, les applications strictement croissantes. Et dans ce cas, eh bien, la catégorie elle est test faible. C'est fait essentiellement dans la poursuite, mais c'est facile de voir qu'elle n'est pas test. Si on localise, elle cesse d'être test. Donc, l'ingrédient Grothendieckien pour démontrer ces trois exemples sont des catégories test, et le théorème que je vais expliquer maintenant, et j'ai à nouveau besoin d'un peu de terminologie. Donc, il faut d'abord introduire l'analogue local des préfaisceaux asphériques. Donc, on dit qu'un préfaisceau F sur A est localement asphérique si pour tout petit a, le préfaisceau F restreint à A au-dessus de petit a est asphérique. C'est équivalent à demander que pour tout petit a, le produit du préfaisceau représentable représenté par A avec F est asphérique. D'autre part, une définition assez naturelle, un segment dans la catégorie de préfaisceaux est un préfaisceau sur A muni de deux sections au-dessus de l'objet final qu'on notera E à chapeau, l'objet final, le préfaisceau final. Et on dit qu'il est séparant si le noyau de la double flèche des deux sections est vide. Donc j'ai encore besoin d'une troisième notion. Ce que Grothendieck appelle l'objet de Lobir, c'est l'objet, point opposé, c'est l'objet classifiant des sous-objets. Et il est facile de voir que l'objet de Lobir d'une catégorie de préfaisceaux est simplement l'image par le foncteur JA juste de la catégorie correspondant à l'ensemble simplicial, Z' inférieur ou égal à 1. Et on remarque immédiatement qu'en considérant le sous-objet vide et plein de l'objet final, ça définit deux sections de l'objet de Lobir, et il fait de l'objet de Lobir un segment qui est séparant. Il est facile de le vérifier, et qu'on appelle le segment de Lobir. Tout ça, c'est chez Grothendieck ou ça n'est pas chez Ça, c'est ce que je raconte pour l'instant. Je donnerai explicitement ce qui est dû à d'autres personnes. Pour l'instant, c'est complètement Grothendieck. Je ne sais pas, puisqu'il baptise. Bon, d'accord. Il baptise une notion. C'est lui qui, les catégoriciens disent pas objet de Lobir, en fait. Et donc, il annonce le théorème assez. Qui donne une caractérisation très simple, en fait, en pratique, des catégories test. Et ici, des catégories test locales d'abord. Donc, je me donne une petite catégorie A. Et on a trois conditions équivalentes. A est une catégorie test locale. 2. Pour cela, il suffit juste
que l'objet de l'OVIR soit un objet localement asphérique. Troisièmement, il suffit qu'il existe un segment séparant qui est localement asphérique. Donc ça permet de faire une ribambelle des catégories test. Les trois exemples que j'ai donnés, c'est un résultat de ce théorème, mais il faut travailler. Mais maintenant, je vais donner d'autres exemples qu'on a gratuitement, pratiquement gratuitement à ce théorème. Par exemple, si jamais la petite catégorie A, si jamais elle admet des produits finis. D'une part, ah oui, j'ai oublié là le radio, c'est que de plus, si ces conditions sont satisfaites, A est une catégorie test, si et seulement si elle est asphérique. Comme on a dit tout à l'heure, pour une catégorie test locale, qu'elle soit test, il suffit qu'elle soit asphérique. Donc, si jamais A admet des produits finis, en particulier elle a un objet final, donc elle est asphérique. Donc cette condition est satisfaite immédiatement. Par ailleurs, il est facile de voir que si elle admet des produits finis, tout préfaisceau représentable est localement asphérique. Par conséquent, il suffit de trouver un représentable qui soit un segment séparant. Et ça, c'est très facile. Donc, voici l'énoncé en bonne et due forme. Donc, toute petite catégorie qui admet de produits finis et un objet I avec deux sections, donc produit fini avec objet final, notons-le petit e. Donc, avec un objet I dans A lui-même, pas préfaisceau, avec deux sections, telles qu'il n'y a aucun carré commutatif de ce type, avec A, objet de grand A, alors c'est une catégorie test. Et les préfaisceaux dessus modélisent les homotopie. Donc ça, c'est vraiment des conditions extrêmement faibles. Exemple, je prends une petite sous-catégorie pleine de 4. Et je suppose qu'il y a dedans une catégorie ayant au moins deux objets distincts, qui peuvent même être isomorphes, et qu'elle ne contient pas la catégorie vide. Bon, ben, ces conditions sont satisfaites. Donc les préfaisceaux dessus modélisent les types d'homotopie. Alors, deuxième corollaire qui répond à la question de Cartier, corollaire quasi immédiat du théorème de Grothendieck, enfin corollaire qui est d'ailleurs donné par Grothendieck. Donc, si j'ai une catégorie test locale et une catégorie arbitraire, et je fais le produit, eh bien c'est une catégorie test locale. Par conséquent, le produit d'une catégorie test avec une catégorie asphérique, c'est encore une catégorie test. Donc, non seulement multiseptiel, mais même je prends les transeptions, je multiplie par n'importe quelle catégorie asphérique, et les préfaisceaux dessus modélisent ces types d'homotopie. Tu ne peux pas trouver des cubes comme ça qui produisent des... Non, les cubes, c'est pas les catégories des produits. La vraie, celle qui est engendrée juste par les faces et les dégénérescences, il n'y a pas de produit. Ni dans les ensembles-septions, ni les trois exemples que j'ai donnés au début, il n'y a pas de produit. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler plus. Pour les ensembles-septions, c'est assez simple. Pour les cubes, c'est Dénichal qui a trouvé ça, c'est assez astucieux. Bon, pour θ aussi, c'est une idée de Dénichal, mais c'est plus général. Enfin, c'est moins typique, c'est une méthode générale pour fabriquer des catégories test. Donc Grothendieck, comme il s'intéressait surtout à modéliser les types d'homotopie, il insiste beaucoup sur les catégories, bien que l'aspect local, c'est toujours lui, il insiste quand même beaucoup sur les catégories test elles-mêmes, plus que sur les catégories test locales. C'est surtout Dénichal Szylinski dans sa thèse qui a mis l'accent sur les catégories test locales, en fait. Et il y a un théorème important, donc, qui était conjecturé par Grothendieck dans la poursuite, et que Grothendieck démontre dans une partie non éditée des dérivateurs, et que Dénichal démontre dans sa thèse un théorème beaucoup plus général et beaucoup plus précis, en fait. Donc celui-là, il faut l'attribuer aux deux. Donc c'est le rapport de la théorie de Grothendieck avec les catégories de modèles de Quillen. Donc théorème
on se donne une petite catégorie A, on a les deux conditions équivalentes. A est une test locale, catégorie test locale, où la catégorie des préfets sociaux A admet une structure de catégorie des modèles de Quillen, fermée, avec WA comme équivalence faible, et les monos comme configuration. Donc ça, c'est une autre façon de voir les catégories test locales. Ça implique le théorème de Joyan Ça implique quel théorème de Joyan? Il y a beaucoup de théorèmes de Joyan. sur la structure de modèle fermé des faisceaux dans... Non, ça c'est un théorème un peu plus général qui est également fait par Desmouchal, qui implique le théorème de Joyan. D'ailleurs, il faut bien appeler ça théorème de Joyan et pas théorème de Jardine. Même... et puis il y a un Rabiot, donc pour les catégories test locales, bon, bah, évidemment ça ne modélise pas les types d'homotopie, mais on sait ce que ça modélise, donc c'est très clair dans la thèse d'Enichal, c'est en filigrane dans les dérivateurs de Grothendieck, donc c'est que si je localise donc une catégorie test locale par WA, j'obtiens le localisé des catégories au-dessus de grand A, par les équivalences faibles au-dessus de grand A. Alors ça peut être considéré comme les types d'homotopie localement constants au-dessus de A. Bon. Eh bien maintenant, j'ai le temps de passer à un autre thème de Grothendieck. Donc je vais dire deux mots sur le thème des dérivateurs. Donc, l'origine des dérivateurs, c'est déjà, comme explique Grothendieck, au moment de SGA5, où il s'est avéré que le formalisme des catégories dérivées, catégories triangulaires de Verdier, était insuffisant pour exprimer un certain nombre de résultats. Et donc, Deligne et Illusi avaient proposé indépendamment des formalismes permettant de contrôler le problème. Deligne, si je les comprends bien, c'est un texte qui reste inédit. Bon, ben, Illusi, c'est évidemment dans sa thèse, c'est des catégories dérivées filtrées. Et Grothendieck dit que déjà à l'époque, il trouvait que ces formalismes étaient un peu étriqués et qu'il avait déjà l'idée très simple suivante, mais qu'il n'avait pas développée. Donc, par exemple, si on part d'une catégorie abélienne A, et si l'on note des races à catégorie dérivée, peu importe, borné ou pas borné, enfin. Donc c'est un peu heuristique là. Et pour toute petite catégorie I, je peux également considérer la catégorie des préfaisceaux sur I à valeur dans la catégorie abélienne, et qui est une catégorie abélienne, et je peux considérer sa catégorie dérivée. Et noter ça d de I. Et de même, pour tout foncteur de I vers J, petite catégorie, je peux considérer le foncteur induit par le composé avec le foncteur F. Et il est facile de voir qu'on définit ainsi un modulo les difficultés ensemblistes, qu'on définit ainsi un deux foncteurs contravariant de la deux catégories des petites catégories vers celle des catégories. Alors l'idée de Grothendieck, et puis on remarque que la catégorie dérivée de A, c'est la valeur de ce deux foncteurs, la catégorie ponctuelle. Et donc, le slogan de Grothendieck, c'est que ces deux foncteurs, considérés comme structure sur D2E, qui décrit la structure triangulée complète de la catégorie dérivée de A. Donc, autrement dit, dans le texte Les dérivateurs, il introduit à mon et du forme une définition. Donc, qu'est-ce que serait un dérivateur? Eh bien, ce serait un deux foncteurs associant donc à une petite catégorie I, une catégorie non nécessairement petite des deux I, et puis contravariant au foncteur et contravariant aussi au morphisme
de foncteurs. C'est le contravariant au niveau des morphismes des foncteurs vient du fait qu'on regarde des préfaisceaux ou des faisceaux et non pas des foncteurs communs. Et puis plus une liste d'axiomes que je ne vais pas donner, elle est assez longue, et un peu variable. Il y a des notions de dérivateur faible, dérivateur à gauche, à droite, dérivateur fort, donc en fonction du besoin qu'on ait, on introduit des variantes comme pour l'espace topologique avec des Prouvier. Et en tout cas, le dénominateur commun, et c'est ça qui impose parfois de restreindre le domaine des petites catégories et ne pas prendre toutes les petites catégories, mais prendre par exemple des ensembles ordonnés finis, ou plus généralement ce qui marche presque toujours, c'est ce qu'on appelle les catégories directes finies. Donc c'est les catégories dont le nerf est un ensemble simplicial fini, c'est-à-dire un ensemble simplicial ayant un nombre fini de simplex non dégénérés. Donc ça définit une classe de catégories assez pratique pour les dérivateurs. Et donc le plus important des axiomes, c'est de demander l'existence d'un adjoint à gauche, F exclamation en bas, de F étoile en haut, et F étoile en bas, un adjoint à droite, de F étoile en haut. Donc il faut faire attention, tout ça dans les exemples, c'est des foncteurs dérivés, mais je ne mets pas le L ou le R, puisque ici on est directement dans le cadre dérivé. Ils sont triangulés, les dérivateurs. Donc pour l'instant, non, Grothendieck n'introduit pas la notion de... Donc, bien qu'au départ, son intérêt était de préciser le formalisme des catégories dérivées, dans le manuscrit de 1800 pages, il reste toujours non additif, et non de la Bénin. Donc, maintenant, il faut dire ce qui a été... Ah oui, l'exemple type donc qu'il regarde, c'est vraiment le cadre suivant. L'exemple type qu'il considère, c'est le suivant. Donc, il part d'une catégorie C, d'une classe d'équivalence faible, entre guillemets, parce que bon, c'est une classe arbitraire. Donc, on peut pour toute petite catégorie considérer les équivalences faibles argument par argument dans la catégorie des préfaisceaux sur I à valeur dans C. Et ça définit un deux foncteurs en prenant, en associant à I, le localisé par les équivalences faibles argument par argument de cette catégorie de préfaisceaux. Évidemment, et ça on peut le voir comme une structure triangulaire non additive sur la catégorie homotopique. Évidemment, sans hypothèse, ça ne satisfait pas les axiomes d'un dérivateur. Mais l'exemple fondamental où ces axiomes sont satisfaits, ça a été démontré en premier par Denis Chalcizinski, c'est que si c'est une catégorie de modèle de Quillen, alors tous les axiomes que Grothendieck pose sont satisfaits. Donc si on part d'une catégorie de modèles de Quillen, avec W comme équivalence faible, tous les axiomes sont satisfaits. Tous les axiomes, en tout cas, posés par Grothendieck. Parce que G6, c'est un cas non additif et non pointé. Donc, des notions proches et variantes. Donc, la notion de Grothendieck est essentiellement équivalente à la notion qu'a introduit Alex Heller, donc même un peu avant le manuscrit de dérivateur, en 88, et qu'il appelle une théorie homotopique. C'est juste, formellement, c'est juste un tout petit peu plus fort, l'axiomatique de Heller. Au moins, il y a un axiome qui est un peu plus fort chez Heller. D'autre part, Bernard Keller dans sa thèse et Jens Franke dans un texte qui est resté toujours sous forme de préprint, ont introduit des variantes additives, justement. Et en 2001, inspiré lourdement du texte de Franke, j'ai adapté une notion de dérivateur triangulé dans le cadre, dans le formalisme de Grothendieck. Donc, j'ai ajouté des axiomes qui font que les catégories des deux I sont triangulées. Et donc, j'ai défini une catégorie des dérivateurs triangulés, et j'ai mis trois conjectures. Donc, que cette catégorie satisfait une additivité au théorème de localisation et un théorème de comparaison pour les catégories exactes. Donc,
il est facile, on a un morphisme. Si on a une catégorie exacte, on a un morphisme naturel qui va de la catégorie exacte vers la catégorie d'un certain dérivateur qui a été défini par Bernard Keller, qui est associé à la catégorie exacte. Et la conjecture dit que ce morphisme de comparaison est un isomorphisme. Alors donc la conjecture d'additivité a été démontrée par Denis Silzinski et Neumann en 2005, publiée en 2008. Et Fernando Moore a démontré la comparaison pour le K1. Pour les KI, ça reste assez mystérieux. Et ça doit être difficile si c'est vrai, dans la mesure où c'est faux, si ce n'est pas une catégorie exacte, mais c'est une catégorie de Waldhausen. Donc, si c'est vrai, c'est dur à montrer. Donc, maintenant, je vais terminer sur un autre aspect. Pour cela, donc, je vais rappeler un dérivateur, le dérivateur standard relatif, par exemple, l'espace topologique, dans le formalisme qu'on a pris, défini par 4 les équivalences faibles. Donc, si je prends le cas à partir de mon exemple, et je prends pour C la catégorie des petites catégories et W les équivalences faibles catégoriques. Donc, je définis pareil pour toute petite catégorie I, quelque chose que je note haute de I ou D de I pour simplifier, qui est le localisé donc de préfaisceau à valeur dans 4 avec les équivalences faibles argument par argument. Et il définit un dérivateur. Ça, c'est par exemple, on peut le voir en combinant un théorème de Thomasson qui dit que C est une catégorie de modèles avec ces équivalences-là, et le théorème de Silzinski qui dit qu'alors on a un dérivateur. Donc, je note, donc comme d'habitude, F étoile en bas, le foncteur image inverse, exclamation en bas, l'adjoint à gauche, exclamation étoile en bas, l'adjoint à droite. Et maintenant, donc, je vais expliquer une notion que Grothendieck a introduite, une notion de foncteur qu'il a introduit en s'inspirant de théorème de changement de base pour les morphismes propres et par les morphismes lisses en géométrie algébrique. Donc, il pose comme définition, donc je garde ces notations ici, et il pose la définition suivante. Donc, je considère un foncteur entre petites catégories. Et donc, on dira que F est lisse, respectivement propre, si pour tout carré cartésien dans 4, le morphisme de changement de base habituel, donc je vous rappelle qu'on ne met pas les R ici, donc dans 4, puisque les deux adjoints existent, ce morphisme de changement de base peut être exprimé ou bien en termes d'image homologique ou bien en termes d'image homologique. Donc, celui qui, en géométrie algébrique, est satisfait pour les lisses correspond à la définition du foncteur lisse et respectivement dans le cas propre. Simplement, très important, on demande que cette propriété soit satisfaite et qu'elle reste vraie après tout changement de base. Sinon, la notion qu'on obtient n'est pas bonne. Les caractères cartésiens au sens... Au sens 1 catégorique. Ah, au sens 1 catégorique. Oui. Oui, oui, ça c'est des propriétés purement 1 catégoriques. Donc, théorème, on caractérise de façon assez simple. On caractérise les deux, je prends l'exemple de foncteur lisse. Alors, théorème, un foncteur de I vers J, on a les conditions équivalentes suivantes. F est lisse, ou pour tout diagramme de carré cartésien, donc on a deux carrés là,
F, notre morphisme donné, il est là. Si H est un facteur asphérique, alors G est un facteur asphérique. Donc ça, c'est une propriété du style, propriété de fibration. Et pour cela, il suffit de le tester dans un cas très particulier, c'est la troisième condition. Cela est encore équivalent à demander que pour tout objet J, de grand J, le foncteur de la fibre, j'ai notre I indice J, c'est la fibre du foncteur au-dessus de l'objet J, sur la catégorie I, enfin, qui sont sous J, donc former ce foncteur associe à un objet I de la fibre, juste l'objet I et le morphisme qui va de J dans F de I, mais F de I et J, et je prends l'identité, ça c'est le morphisme canonique, que ce morphisme soit sphérique. Donc si vous voulez, ça c'est le cas particulier où J', c'est cette catégorie-là, non, c'est J, sous grand J, et ici c'est la catégorie ponctuelle, et la flèche, c'est celle qui associe à l'unique objet de la catégorie ponctuelle, l'objet initial, la catégorie J sous J a un objet initial, qui associe son objet initial. Alors corollaire, et ça ce corollaire à merveille est absolument botanique. Donc la notion de foncteurs lisses et propres qui sont définies par des propriétés homologiques et homologiques, eh bien, ou homologiques, eh bien, un foncteur est lisse si et seulement si le foncteur opposé est propre. Alors je ne sais pas si en géométrie algébrique il y a une dualité pareille, mais... Est-ce qu'au niveau des motifs, on pourrait espérer une telle dualité? Non, mais par contre, dans le formalisme catégorique, tu vois, la Oui. dualité de botanique, elle échange les exclamations, les étoiles. Oui, oui, ça pourrait. Mais sinon, je pense pas. Mais sinon, il faut, oui. Je vois pas quel sens ça a. Bon, ben, je vais terminer un peu en avance. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai juste une remarque, le fait que 4 soit un modèle, c'était un résultat de Quillen. Oui, tu l'attribues dans ta tête, tu l'attribues à Quillen. Oui. Mais c'est un résultat. Mais bon. Oui. Enfin bon, j'ai pris les détails. Oui, Il y a des échanges entre Quillen et Grothendieck mais donc, je n'ai pas dit, bon, évidemment, le début pour Swingstack, c'est une lettre à Quillen. Bon, cette lettre n'a jamais reçu de réponse. Et les avis sont partagés si Quillen a reçu la lettre ou pas. Enfin... Et la lettre est envoyée, visiblement. Enfin, elle a dû être envoyée. Juste une remarque, je me rappelle que Grothendieck n'était pas content de la catégorie dérivée filtrée Ah oui. Et de la structure triangulée. Une des choses qu'il me demandait, c'était, bon, les catégories triangulées, il y a des actions, c'est la rotation des triangles. Alors, qu'est-ce que c'est pour les catégories filtrées? Je ne suis pas sûr que ça a été tiré au clair. Ah mais par contre, pour les dérivateurs, on voit très clairement à quoi ça correspond. Enfin déjà, c'est Quillen qui a expliqué ce que c'est dans le canon additif. Et tourner les triangles, ça devient beaucoup plus clair dans le canon additif, parce que ce n'est plus une question de signe, c'est une action de groupe où on inverse le... Dans le cas des, donc les triangles... Les filtrés, ça correspond à quoi? Une filtration à un cran, faire tourner quoi? Oui, donc dans la catégorie des triangles, il y a autre chose que des triangles, il y a des, je sais pas, des complexes peut-être. Oui, donc ça doit aller donc de... Ben, je ne sais pas quelle est la structure. Ben, c'est resté un mystère, j'en suis resté au point de vue très naïf que la catégorie dérivée filtrée, bon, moi c'est une catégorie triangulée, hein, donc c'est tout. Hein. Oui, c'est ça, On oui. ne va pas chercher plus, mais... Non, mais je pense, oui, les catégories filtrées correspondent exactement au diagramme qui correspond à simplex. Il y a une autre chose que je me rappelle, bon, Grothendieck n'avait pas donné suite à ça, mais il m'avait dit, bon, la filtration à n cran, n plus un cran, etc. Donc on peut oublier une filtration, enfin un cran d'infiltration, ou répéter le cran d'infiltration, ou faire un quotient dans une structure simpliciale là. Il dit, ça aurait peut-être quelque intérêt
Si on veut regarder quelques groupes de catégories supérieures, notamment. Ah oui, il avait parlé de... Il m'avait dit ça, puis il l'a pas poussé. En fait, je pense que c'était la construction Putti, là, le Waldhausen, c'était juste ça. Mais Donc on est des complexes filtrés parfaits, et puis qui est- ce qui a l'air de reprocher aussi bien aux catégories filtrées qu'aux cavations de deux lignes que j'ignore, enfin je ne connais pas ce que... c'était les vrais triangles, c'était les catégories filtrées, façon à un cran. En fait. Donc c'était pas bon quand vous devez faire des ROM, c'est pour ça que j'ai fait les catégories filtrées. Ah, d'accord. Donc ce qui reproche, c'est que quand on regarde chacune de ces catégories-là, elle n'est qu'une catégorie triangulée, C'est ça, oui, c'est ça. qu'elle n'est pas aussi... Oui, c'est ça, il pensait il y avait une structure plus riche derrière. Tandis qu'avec la notion des dérivateurs, tous les DI ont la même structure parce qu'on prend le foncteur qui est associé à J, I croix J, et on prend le D de ça, et du coup on hérite un dérivateur induit sur tous les... Si on remplace... Et donc, bon, finalement, ça a donné un certain nombre de résultats qui ont l'air assez riches, les dérivateurs. Par exemple, les propriétés universelles, déjà, c'est pour ça que Bernard Keller avait eu besoin d'une notion du type dérivateur. C'est quand, dans sa thèse, on lui avait demandé de trouver une propriété universelle de la catégorie dérivée d'une catégorie abélienne. Donc, si on se limite à la catégorie triangulaire nue, il n'y a pas de propriété universelle. Et donc, Dénichal a démontré aussi une propriété universelle pour le canon additif, enfin haute, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, satisfait à une certaine propriété universelle pour les dérivateurs à gauche. C'est à gauche. Hein. C'est quoi la catégorie θ mentionnée au début? C'est un tout petit peu compliqué à définir. Donc, c'est, disons, les objets, c'est les arbres à niveau, si tu veux. Mais les morphismes, c'est un peu plus compliqué. Il y a la seule définition que j'arriverai à décrire un peu rapidement, c'est une définition récursive, mais je ne sais pas si je vais me lancer en public. Est-ce que ce que tu as dit, le résultat de Clément de Berger, là, Oui. ce débat, est-ce que ça ne donne pas au moins des résultats partiels sur la question que tu as posée au début de WRC, disait le groupe de Nice? A priori, non, il faut... J'avais l'impression que Clément avait un peu des résultats au moins partiels sur le fin. Ben, il est toujours dans les catégories des préfesseurs, et dans ce cas, on le sait, on sait pour les groupoïdes, Dans le sens que, en utilisant la définition de Batanine, on va dire que c'est un peu la même chose. oui. Non, il y a des résultats non triviaux On a à... montré que les types de monotopie sont modélisés par les catégories de Batanine. Ben oui, non, ça ne suffit pas. Non, oui, peut-être ça ne montre pas que c'est vraiment évident, mais ça montre au moins que c'est essentiellement subjectif. C'est quoi que tu montres exactement? Ah, je sais pas. On peut montrer que Oui. les catégories de Batanine, ça modélise le type de monotopie. C'est Et ça, ça implique que les groupoïdes, ça permet pas de montrer que mon équivalence avec les groupoïdes, mais ça permet de montrer que le foncteur qui va d'espace physique vers les groupoïdes amène une rétraction. C'est-à-dire que quand on prend le groupoïde au sens de Grothendieck ou de Batanine associé à un espace, on peut reconstruire son type de monotopie canoniquement. C'est ça, pour l'équivalence de catégorie, il y a une difficulté. Bon, il y aurait une stratégie, mais il y a des choses techniques à montrer. Et le résultat de Berger, je ne pense pas, parce que ça c'est sur θ. Enfin, le fait que c'est des préfactions sur θ, ça ne suffit pas pour... Ça peut être un des outils, parce que tout se passe au-dessus de θ, donc... je ne sais pas. Est-ce qu'on sait maintenant que le foncteur marque que les préfactions sur les cohérateurs, c'est des catégories d'S? Il y avait un petit bug. Est-ce que ça marche maintenant? Tu vas réfléchir, moi tu n'as pas réfléchi. Il y a, enfin bon, il y a tout un...
Je peux faire un commentaire sur Oui. le corollaire, le dernier. Si on regarde, si on traduit ça dans un langage complètement différent qui est l'analyse micro-locale, Oui. à savoir dans le cotangent, si on regarde une application de x vers y comme un graphe lagrangien de t star x vers t star y, enfin entre t star x et le cotangent à x et le cotangent à y, f est lisse si et seulement si la deuxième projection est lisse, et f est propre si et seulement si l'une des projections est propre, et f est lisse si et seulement si l'une des projections est lisse. Ah. Donc si on regarde cette correspondance dans un sens ou dans l'autre, c'est lisse si et seulement si l'application inverse est propre, Ah oui, donc il y a une dualité du même type, on dirait, à condition d'être dans le cotangent. à condition de... Il n'y a pas d'autres questions? Merci.